Alors, bonjour à tous, moi je suis Axel Legros, je suis chargée de projet à l'Institut national des métiers d'art. On est, comme je vous le disais, en pour notre 12e webinaire, Heu, ici pour vous parler donc de la traçabilité et du marquage, fabriqué en France. Heu, c'est, heu, c'est un sujet qui nous tient à cœur, pour toutes les entreprises en fait, fabricantes. Nous on travaille beaucoup avec les entreprises donc, des métiers d'art et du label entreprise, du patrimoine vivant. C'est un petit peu enfoncer des portes ouvertes que de dire que le consommateur français est de plus en plus vigilant en fait aux produits qu'il consomme. Ça concerne tous les secteurs, ça va du textile à l'agroalimentaire et on voit vraiment que, l'enjeu sur la provenance en fait, des matières premières est très important, pour ces entreprises-là et nos entreprises françaises. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le détail de, ce que nous dit la loi sur la fabrication française, parce que c'est très encadré et bien souvent, les contours ne sont pas forcément connus. Et ensuite, dans un 2e temps, on abordera aussi la traçabilité, en fait, des produits car, on se rend compte que, de plus en plus de Français, n'ont pas forcément confiance, dans le discours des entreprises sur la fabrication française et donc du coup, maintenant, les entreprises qui souhaitent aller plus loin, dans cette démarche ont aussi besoin de prouver leur dire, et donc du coup d'avoir des éléments, hem qui justement appuient, leur discours, et donc du coup, c'est là où, la traçabilité a un vrai, enjeu. On sait qu'il y a d'autres manières aussi de prouver notre origine France, des produits, mais nous, aujourd'hui, on va vous parler de la traçabilité et de l'avantage pour les entreprises qui l'utilisent, mais aussi pour les consommateurs. Donc aujourd'hui, on est, ravis d'accueillir donc du coup Yann Ambache, qui est le responsable de la direction générale des douanes et des droits indirects. Bonjour, et également Sylvain Cariou, qui est le président de l'entreprise Crystal Chain, dont on vous parlera, plus en détail, et bien pas plus tard que dans quelques instants. Je vous laisse la parole, messieurs. Je vais commencer avec Yann. Si vous pouvez effectivement, vous présenter succinctement et également l'organisme pour lequel vous travaillez et puis ensuite ce sera au tour de Sylvain. Merci beaucoup Axel. Bonjour à toutes et à tous. Donc Yann Ambach, je suis le chef du bureau en charge de la politique tarifaire et commerciale au sein de la Direction générale des douanes et droits indirects. Donc déjà, je souhaitais remercier l'INMA de cette invitation. Alors, au sein de mes équipes, donc nous participons à l'élaboration de la politique commerciale et au sein de cette élaboration-là, nous accompagnons les entreprises dans ce que l'on appelle le marquage du Made in France, le fabriqué en France. C'est-à-dire que les entreprises viennent vers nous, quelle que soit leur taille, grandes entreprises, mais surtout PME et TPE, afin de savoir si leurs produits sont éligibles au marquage du Made in France. Donc, c'est une mission, on y reviendra, je pense, qui est assez ancienne et qui s'inscrit dans le cadre plus général de l'action de l'accompagnement des entreprises que la douane, que l'administration des douanes effectue auprès des grandes entreprises ou des plus petites entreprises. Voilà. Pardon, j'avais fermé mon micro pour vous laisser la parole. Merci beaucoup Yann. Sylvain, dites-nous un peu plus sur la Crystal Chain. Oui, merci Axel, merci de m'avoir invité aussi. Donc j'ai cofondé et je préside la société Crystal Chain, qui a été créée en 2016, et qui a développé une solution informatique qui aide les entreprises et toute leur filière d'approvisionnement à tracer, récupérer des informations pour permettre à l'entreprise au final, à la marque, de savoir ce qui s'est passé sur la filière, de vérifier la conformité. Et ces informations peuvent rester au niveau de la marque ou alors, dans certains cas, être communiquées aux consommateurs. On répond à une grosse tendance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une pression des consommateurs pour en savoir plus sur ce qu'ils achètent, d'où ça vient, dans quelles conditions ça a été produit, et aussi la réglementation, qui est assez présente et il va exiger un certain nombre de choses sur, notamment dans l'agroalimentaire ou dans la mode. Et notre technologie est basée sur la blockchain, j'en parlerai tout à l'heure, hein. Et à ce titre, je préside la commission de normalisation blockchain à la FNOR. Je travaille dans les commissions ISO de normes internationales.
D'accord, très bien. Effectivement, on va revenir sur la technologie de la blockchain parce que c'est pas, forcément quelque chose que tout le monde connaît, et qui est naturel pour tout un chacun. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Yann, sur la partie, vraiment définition alors du fabriqué en France ou du made in France. On est plutôt adepte du terme fabriqué en France pour pouvoir justement poser les bases de ce webinaire et savoir exactement de quoi on parle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le fabriqué en France et ce que nous dit la loi sur ce sujet? Oui, effectivement, hein, le marquage du fabriqué en France ou du made in France, effectivement, je préfère aussi parler de fabriqué en France. C'est une notion qui est circonscrit dans le droit. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une entreprise, si elle le souhaite, si elle estime que ses produits sont fabriqués en France, va pouvoir apposer un marquage sur ces produits-là. Tout simplement. C'est-à-dire que soit elle pourra poser fabriqué en France ou made in France, euh, elle peut le faire. Je dirais, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, hein, de la part des entreprises pour apposer cette mention, mais néanmoins, c'est vrai qu'au regard, je dirais, de l'engouement des consommateurs, au regard aussi, je dirais, de l'effet sociétal, hein, au-delà de l'effet de mode que nous constatons, nous reviendra sans doute, que nous constatons au niveau de la douane, et bien de plus en plus d'entreprises souhaitent apposer sur leurs produits le marquage du Made in France. Alors, comment intervient la douane dans ce processus-là? D'abord, il n'y a pas d'obligation pour le marquage du Made in France de faire appel à la douane. C'est-à-dire que la douane propose un accompagnement pour les entreprises qui le souhaitent afin de savoir si leurs produits sont éligibles au marquage du fabriqué en France ou pas. Et l'accompagnement est surtout intéressant quand les produits sont complexes. Quand on est sur les produits, on a deux types de produits, hein, des produits bruts, ce qu'on appelle nous des produits bruts ou des produits élaborés. Produits bruts, c'est ni plus ni moins que des fruits ou des légumes qui seront produits en France. Il n'y aura pas de difficulté pour le producteur à apposer sur, je dirais, les emballages de ces produits fabriqués en France. On le comprend tous, quand on a des produits aussi faiblement élaborés, des confitures par exemple, avec des fruits originaires de régions métropolitaines et par exemple du sucre originaire des territoires ultramarins, des Antilles, et bien là aussi l'assemblage ne posera pas forcément de difficulté. En revanche, quand nous sommes sur des produits très élaborés, je pense au textile, mais pas seulement, au cuir, à l'industrie de la chaussure, à la chapellerie aussi, eh bien là, il est souvent important de faire appel aux services douaniers afin que ceux-ci donnent une expertise sur les produits qui nous sont proposés. Donc il n'y a aucune obligation de faire appel à la douane, mais néanmoins, il est fortement conseillé de faire appel au service. C'est un service gratuit, bien évidemment, c'est un service qui est individualisé, un service aussi qui est confidentiel, on y reviendra, pour savoir si vous pouvez apposer ou pas le marquage. Je fais juste une petite digression. Pour certains produits, par rapport à ce que j'ai dit au départ, certains produits seront éligibles automatiquement au marquage. Il y a une obligation, je pense, aux produits cosmétiques et également certains produits agroalimentaires. Voilà, c'est vraiment pour vous brosser le cadre général du marquage du Made in France. Parfait, mais effectivement, c'est un petit peu plus clair. Moi, je voulais vous soumettre un cas, très concret, qui, là, touche plutôt au textile et domaine de la chaussure. On sait que c'est des domaines sur lesquels, il y a parfois des critiques sur, justement le fait que ce soit made in France au niveau des opérations qui interviennent sur un produit. Je vais vous donner le cas numéro un en fait, d'une entreprise française, qui aurait son entreprise, qui serait au Maroc, qui ferait faire, du coup les t-shirts là-bas et ensuite, quand les t-shirts arrivent en France, qui apposerait une broderie, quelconque sur le t-shirt, en France. Donc ça, c'est le premier cas. Est-ce que ce produit peut être, qualifié de made in France, enfin de fabriqué en France, pardon. Et une deuxième entreprise, qui fabriquerait des tennis, par exemple, avec, la tige qui est vraiment le dessus de la chaussure, du de la pointe jusqu'au talon, et qui ferait faire cette tige au Portugal. Cette tige arriverait en France et ensuite, la tige et tout l'assemblage de la chaussure est faite ensuite en France. Est-ce que entre ces 2 produits, lequel peut être défini comme fabriqué en France et lequel éventuellement ne pourrait pas? Alors, quand une entreprise fait appel à la douane, ce que nous allons regarder, nous, pour savoir si le produit est éligible au marquage fabriqué en France ou pas, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des règles d'origine. On va pas s'appuyer, on va regarder la fabrication de la marchandise, mais nous allons nous appuyer sur des règles d'origine, sur des règles communautaires, hein, qui sont des règles qui sont régies par le code des douanes de l'Union européenne. C'est un code des douanes qui s'applique à l'ensemble des 27 États de l'Union européenne. Et à partir de ces règles d'origine-là, nous allons
regarder si le produit est éligible ou pas au marquage. Il existe différentes règles d'origine. Bien évidemment, on va pas choisir la règle d'origine qui nous semble la mieux amène pour les produits. On va essayer d'adapter la règle d'origine pour le produit concerné. Alors pour les deux exemples que vous citez, Axel, pour le premier, nous allons avoir un t-shirt, donc un produit de confection, qui relève de règles d'origine qui sont assez particulières, qui sont des règles d'origine, je dirais, liées à ce qu'on appelle une ouvraison. C'est-à-dire pour les produits textiles, on va chercher ce qui s'appelle la dernière transformation substantielle. Alors, je ne veux pas être trop technique. La dernière transformation substantielle, ça signifie quoi? Ça signifie que l'on va regarder si le produit a été suffisamment fabriqué pour être éligible au marquage ou fabriqué en France, tout simplement. Et là, sur le premier exemple que vous prenez, si on a un t-shirt qui est fabriqué dans un pays autre que la France, qui soit un pays intracommunautaire, enfin au sein de l'Union européenne ou un pays en dehors de l'Union européenne, bien là, si le t-shirt arrive et qu'il a déjà été fabriqué et que l'on ne fait qu'ajouter un flocage ou un marquage, j'aime la Tour Eiffel par exemple, eh bien ça ne sera pas suffisant pour pouvoir apposer le marquage du Made in France. Donc il y a ces règles d'origine là pour chaque produit. C'est pour ça qu'aussi notre accompagnement est important à mon sens. C'est que là, au cas présent, on n'aura pas une ouvraison suffisante pour considérer que le produit est éligible au marquage fabriqué en France. Pour le second sujet, c'est un sujet, je dirais c'est un sujet plus complexe. Le sujet de la chaussure, à titre général, c'est effectivement ce qui peut arriver, c'est que là, on va avoir une tige qui sera dissociée de la semelle, certains d'entre vous le savent mieux que moi, il y a 2 semelles pour une chaussure, et effectivement, le fait de pouvoir rassembler ces deux parties de chaussure va être le point de départ pour savoir si les marchandises et les produits, entrant dans la composition de cette chaussure-là, je dirais, ont une origine France ou pas. Et ce que nous, on va regarder, là, c'est une règle d'origine qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que nous allons regarder si le produit final est différent du produit entrant dans sa composition. Au cas présent, on aura une définition, nous allons partir d'un changement, de ce qu'on appelle un changement de nomenclature tarifaire. Qu'est-ce que la nomenclature tarifaire? Très très rapidement, c'est ni plus ni moins que considérer qu'il y ait que vous avez une suite de chiffres, de 10 à 12 chiffres. Pour chaque produit, il existe 15 000 nomenclatures tarifaires. Chaque produit est référencé. Du produit du règne animal jusqu'aux produits industriels les plus complexes. Eh bien, ces produits-là sont tous traduits par une nomenclature, c'est une sorte de plaque minéralogique du produit, pour simplifier. Et là, il se trouve que la tige entrant dans la composition de la chaussure et la chaussure finale ont 2 nomenclatures tarifaires qui sont différentes. Et dans ce cadre-là, la règle d'origine que l'on va appliquer, c'est cette règle-là. Et on pourra considérer, au cas présent, il faudra, bien sûr, ça dépendra du type de chaussure, mais on pourra considérer au cas présent que le produit est éligible au marquage du fabriqué en France. Donc on est vraiment sur 2 cas différents. C'est intéressant. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour vos lumières. Ça montre bien que toute cette définition du Made in France et les différentes lois et subtilités en fait qui s'appliquent en fonction des produits. Donc merci beaucoup. Déjà, c'est beaucoup plus clair. Ensuite, j'aurais plutôt une question qui s'adresse à Sylvain. Donc maintenant qu'on a posé effectivement ce cadre sur donc les définition en fait du Made in France sur les produits. Moi, je voulais m'intéresser un petit peu plus à la technologie que vous proposez vous aux entreprises pour justement aider à prouver cette origine France et notamment tout ce qui est autour de la blockchain parce que vous en parliez tout à l'heure et je pense que tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette définition et cette technologie. Non, c'est bien normal. Enfin, j'imagine que beaucoup de gens en ont entendu parler. Il y a à la base la blockchain, c'est une technologie informatique. C'était développé par des informaticiens pour mettre en place une monnaie numérique qui s'appelait le Bitcoin. Ça date de 2008. Pendant plusieurs années, c'était la seule application. Et puis récemment, il y a 5-6 ans, d'autres applications utilisant la même technologie ont été développées. Des applications de traçabilité, telles que celles qu'on fait chez nous. C'est la même technologie derrière, ou proche, mais c'est pas du tout le même usage. D'un côté, vous avez le Bitcoin, une monnaie numérique, de l'autre côté, des applications de traçabilité. Je vais, sans submerger avec des informations techniques trop complexes, je vais vous donner quelques notions. On peut partager la présentation que je vous avais envoyée.
On peut se mettre à la Oui, bien sûr. page 5. Alors, Voilà. voilà. Alors, c'est très technique là ce que je vous montre là, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi ça s'appelle blockchain. Donc, chaîne de blocs en français. Le principe de base, c'est que vous avez deux personnes, ici Alice et Bob. Elles font un contrat entre elles, une transaction de style je te vends du fil, ou je te vends un pull, ou je te vends du blé, par exemple. Et on décrit cet échange avec l'identifiant d'Alice, l'identifiant de Bob, des informations d'horodatage, à quelle date la transaction a été faite, et puis des informations, par exemple la quantité de fil, sa couleur, le type de fibre, etc. L'information, elle est signée par chacune des deux parties, et ensuite, elle est enregistrée dans un bloc. Dans un bloc, c'est un ensemble d'informations similaires, avec d'autres Alice et d'autres Bob qui veulent enregistrer des informations dans la blockchain. Une fois qu'on a un certain nombre d'informations, on vient les ajouter dans un bloc, et le bloc, il est associé au bloc précédent, qui étaient les informations qui ont été enregistrées 1 heure avant ou un jour avant dans la blockchain. Et ainsi de suite. Donc la blockchain, c'est une succession de blocs dans lesquels il y a des informations qui ont été enregistrées par des gens. Ça, c'est le principe général. Et ce qui est important à savoir, c'est que c'est très difficile, voire quasiment impossible, de modifier l'information, parce que concrètement, si vous voulez modifier les informations du bloc N-3, d'une part, toutes ces informations sont distribuées au sein de plein de serveurs, plein d'ordinateurs connectés entre eux. Donc, il faudrait pirater chacun de ces ordinateurs. Il peut y avoir 10, 20 000 ordinateurs connectés sur une blockchain. Et ensuite, modifier sur cet ordinateur l'information du bloc N-3 et aussi toutes les informations des blocs successifs. Donc finalement, c'est ça qui rend, ça qui donne sa valeur à la blockchain, c'est que du coup, les informations sont infalsifiables. C'est ça. Donc quand vous consultez une blockchain, mettons aujourd'hui, 2 juin, vous consultez une information qui est horodatée au 1er janvier de cette année, vous savez qu'elle n'a pas été modifiée. Je vais refermer la parenthèse technique. C'est simplement pour vous expliquer pourquoi c'est une chaîne de blocs. On peut passer à la page suivante. Maintenant, en termes fonctionnels, je vous l'ai dit, une information dans une blockchain, elle est immuable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la modifier, elle est horodatée, c'est-à-dire que je sais quand est-ce qu'elle a été enregistrée, et elle est auditable, c'est-à-dire qu'un tiers peut regarder quelles informations ont été enregistrées. Alors, il y a des cas de blockchain publiques qui sont accessibles à tout le monde, et des cas de blockchain privées qui ne sont accessibles que par des acteurs qui ont un identifiant et un mot de passe. C'est important parce que dans les applications de traçabilité, on n'a pas nécessairement envie de divulguer tout à tout le monde, parce qu'il peut y avoir des secrets d'affaires. Donc, vous avez un petit cadenas là, qui montre que l'information elle est sécurisée. Et donc, première conséquence, les gens qui enregistrent, ils sont responsabilisés, c'est-à-dire que chacun va signer l'information. Donc, s'il met n'importe quoi, s'il ment, il ne pourra pas modifier. Donc, on saura s'il y a un audit plus tard qu'il a menti. Et ensuite, le réseau a confiance. Chacun est responsabilisé dans les informations qu'il a enregistrées, donc ça crée de la confiance. D'autant plus que ce qu'on rajoute aussi par-dessus ces applications, c'est des contrôles de cohérence. Si vous avez par exemple quelqu'un qui annonce produire 3 tonnes de farine bio et qu'en fait on se rend compte qu'il a acheté qu'1 tonne de blé bio, il y a un problème. Donc on va vérifier aussi la cohérence des informations. Tout ça concourt au partage d'informations à la fois sécurisées et en confiance. Et c'est essentiel pour des applications de traçabilité. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres informations sur la technologie? Non, je vais m'arrêter là sur la technologie. Après, si vous voulez parler de traçabilité, je peux en parler, mais vous avez peut-être, comme vous voulez, maintenant, soit plus tard. Moi, j'ai plein de questions et j'ai notamment une qui me vient. Là, vous parlez effectivement de toutes les matières premières. Est-ce que les entreprises peuvent aussi faire apparaître justement dans cette application des données autres, par exemple sur leur label? C'est vrai que je pose une question un peu intéressée parce que nous, on représente aussi des entreprises qui ont obtenu le label EPV. Est-ce que, par exemple, elles peuvent aussi le renseigner dans cette application? Oui, bien sûr. Je vous donne un exemple, ça vous va? Bien sûr. On peut repartager la présentation. Comme ça va répondre à votre question, la présentation PowerPoint. Comme ça, je vous explique le principe. Donc, c'est la page suivante, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc,
Là, dans une filière, là, on a représenté une filière donc une filière, c'est l'ensemble des acteurs qui travaillent sur un même produit entre la matière première et les différentes étapes de transformation jusqu'au produit final. Donc là, on a représenté une filière de production de laine. Donc vous avez les éleveurs, les collecteurs, le processeur, donc celui qui fait le peignage, le filateur, le teinturier, je sais pas si on appelle ça teinturier d'ailleurs, le tissage dans certains cas, ou le tricotage, et puis la distribution. Donc vous avez, alors c'est présenté de manière linéaire, mais des éleveurs, il peut y en avoir des centaines, des collecteurs, des dizaines, etc. Donc ça peut être très complexe. Donc tous ces gens vont enregistrer les informations quant à leur activité sur la blockchain. Nous, on va relier les informations entre elles et assurer la cohérence. Et puis, alors ce qui est pas malheureusement pas représenté là, mais ce qui est dans la réalité, c'est qu'on peut aussi demander aux auditeurs, ceux qui délivrent des certificats, d'enregistrer aussi le certificat dans la blockchain. Donc, à l'issue de tout ça, sur le produit final, par exemple un pull, et je vous montrerai un exemple après, on est capable de mettre un QR code sur le pull. Quand le consommateur scanne, on lui affiche tout l'historique du produit. Enfin, ce qu'on veut bien lui communiquer. On n'est pas obligé de dire tous les secrets d'affaires, mais on va lui dire le pull, il vient de tel endroit, enfin, le fil vient de tel endroit, etc. Et il est conforme à tel label. On peut communiquer aussi l'information via le site web de l'entreprise. Et puis, au sein de l'entreprise, donc l'entreprise finale, dans ce cas-là, c'est-à-dire la marque, elle a, dans une même application, toute l'information sur l'origine de ces produits, les labels respectés par les éleveurs, les quantités qui sont en stock. Enfin, ça lui permet, sous le même capot, de maîtriser complètement ce qui se passe, à la fois en termes, j'allais dire, logistiques, et puis en termes éthiques. Et c'est là, nos clients, souvent, c'est les responsables qu'on appelle RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, qui, eux, leur rôle, c'est de s'assurer que la marque et les fournisseurs de cette marque, que ce soit de rang 1, de rang 2, respectent bien les règles éthiques. En général, il y a 3 types de règles. Respect de l'environnement, des animaux et respect des humains. Et donc, le responsable RSE a besoin de savoir ce qui se passe, parce qu'il veut pas être quelque part embarqué dans un scandale, et puis il faut qu'il fasse progresser aussi la filière. Donc, nous, on est là pour collecter toute cette information et la restituer au responsable RSE. Je vais vous donner un exemple de ce que ça peut donner pour le consommateur. C'est un de nos clients qui est Saint-James, ou Saint-James en fait, qui est un fabricant français, normand même. Labellisé EPV. Labellisé EPV, parfaitement. Est-ce que vous pouvez partager l'écran? Oui, bien sûr. C'est un projet qu'on lance très bientôt. On a déjà fait un pilote l'année dernière, mais là, on le lance à grande échelle. On met un QR code sur l'étiquette du produit. Quand le consommateur scanne le QR code avec son téléphone, on lui affiche, donc là, c'est le pull matelot, c'est un best-seller. Et si vous descendez vers le bas, voilà, on écrit le pull marin, et là, vous avez des catégories, le produit, la matière, la fabrication, Saint-James. Vous pouvez vous arrêter là. Quand vous cliquez sur le produit, vous avez le détail. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est accessible pour le consommateur? C'est accessible pour le consommateur. Voilà. Vous voyez, tricotage serré, 23 km de fil, tout le détail. La matière, si vous descendez. Quand il y a un check, ça veut dire que c'était enregistré dans la blockchain. Quand il y a un V bleu, là. Là, on a le détail sur la matière. Elle est certifiée Ocotex. Je pense que si vous cliquez sur Ocotex, ça doit marcher. Il doit peut-être l'avoir là-bas. Je sais plus si c'est le cas. Oui, pour l'instant, on va peut-être rester sur l'application. On va rester sur l'application. Voilà, vous avez tout le détail. Et ce qui permet, comme je vous l'ai dit, aux responsables RSE de Saint-James de vérifier ce qui se passe et puis de communiquer. C'est quand même une entreprise EPV, donc il y a un savoir-faire très, très, très spécifique, d'où son label. C'est fabriqué en Normandie, dans des très bonnes conditions. La laine, elle est conforme à un certain nombre de standards de sécurité. Et tout ça, ça permet à la marque de le valoriser auprès du consommateur. On peut rajouter des vidéos, des photos, etc. Voilà. D'accord, très bien. Effectivement, ça rend tout ce que vous faites beaucoup plus concret, en tout cas. Vous pouvez voir un label EPV en bas, je pense, non? Vous l'avez vu, non? Cliquez là sur Saint-James. Saint-James, oui, pardon. Cliquez sur le... Voilà, cliquez là. Voilà, c'est ça. Ah oui. Donc là, on rappelle le label EPV. Et puis, il y a un lien vers le certificat.
D'accord, très bien. Donc effectivement, c'est très complet pour les entreprises et en fait, c'est tellement complet qu'il y a une question aussi qui me vient et du coup qui peut aussi être posée à Yann. Est-ce que les petites et les très petites entreprises, parce qu'on en a parmi effectivement les métiers d'art et les entreprises EPV, est-ce qu'elles peuvent du coup faire, appel à vos services de manière, facile? Est-ce qu'elles peuvent mettre en place aussi dans des petites structures, que ça soit donc, un audit, pour les douanes ou alors, faire appel à vos services, au niveau de la blockchain, Sylvain? Moi, je vais laisser Yann répondre. Vous pouvez commencer, je prends la suite. La réponse est oui, hein, Merci. non, c'est pas. La réponse est oui aussi, effectivement, Axel. C'est très très important. La question est très importante parce que notre offre d'accompagnement, elle s'adresse bien évidemment à l'ensemble du tissu économique, mais plus particulièrement aux PME et aux TPE. D'ailleurs, c'est pour nous, c'était un petit peu une gageure parce que vous savez que la douane accompagne les grandes entreprises, les grands groupes plutôt dans leurs opérations du commerce extérieur, dans leurs opérations import-export. En revanche, un peu moins les TPE. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises dans le marquage du Made in France. Alors, comment faisons-nous? Je veux dire, d'abord, on passe par l'intermédiaire, bien évidemment, des interprofessions avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons avec le label EPV, forcément, avec l'INEMA aujourd'hui, hein, nous avons la preuve vivante, l'accompagnement des entreprises et des PME, elle est fondamentale. Depuis 2016, date c'est le moment où la douane a récupéré cette mission-là d'accompagnement des entreprises sur le fabriqué en France. Eh bien, nous avons à peu près délivré 2200, 2300 informations sur le Made in France. Ce que l'on constate, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est que depuis cette date, plus de 80% des entreprises qui ont fait appel à l'accompagnement de la douane sont des PME ou des TPE. Vous voyez, vous êtes vraiment, pour nous, c'est vraiment fondamental. Je prends un cas classique, je le prends régulièrement. C'est une petite entreprise de chapellerie qui s'est réinstallée dans le sud-ouest de la France, qui allait fermer et qui a été reprise par deux personnes. On est vraiment sur de la TPE. Eh bien, ils se sont tournés vers la douane pour savoir si leurs produits, donc le feutre notamment, qui n'était pas forcément d'origine France, eh bien, permettait néanmoins d'avoir un marquage. Donc, vous voyez, on accompagne toutes les entreprises sur des sujets qui sont assez complexes. On parle de sujets d'origine, on parle de sujets de nomenclature, et notre objectif, c'est d'accompagner essentiellement ces entreprises. Évidemment, sont ouverts à toutes les entreprises. Sylvain évoquait à juste titre l'entreprise Saint-James avec laquelle nous travaillons conjointement sur différents sujets. D'autres, la Normandie en particulier est très active sur les sujets de PV, sur les sujets en termes d'entreprise du patrimoine vivant, comme beaucoup de régions françaises. Donc, vous voyez que notre objectif pour nous, c'est de venir vers vous et de vous proposer une offre d'accompagnement qui soit personnalisée. Je le disais tout à l'heure. Alors, comment fonctionnons-nous? On en reparlera peut-être à la fin de l'intervention. Je dirais à 3 niveaux. D'abord, nous avons la chance au sein de l'administration des douanes d'avoir un maillage territorial qui couvre l'ensemble du territoire, à la fois métropolitain et ultramarin, au sein d'une quarantaine de directions. Et au sein de ces directions, vous avez ce qu'on appelle des pôles action économique. Alors, les adresses vous seront données tout à l'heure, qui accompagnent les entreprises, des cellules de conseil d'entreprise qui sont là pour, vous allez les voir, il y en a une dans chaque métropole euh, française. Vous allez les voir et voilà, j'ai un produit qui est fabriqué au sein de mes usines, de mes ateliers. Eh bien, je souhaiterais savoir si je peux apposer le marquage du Made in France ou pas. Et vous allez avoir une première démarche que voilà, oui, on va vous accompagner, on va vous dire comment faire. Et puis après, il y a un dossier à monter qui sera réglé, qui sera ensuite instruit au sein d'un service dédié qui s'appelle le service de l'origine et du Made in France, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui a été spécifiquement dédié pour accompagner les entreprises qui le souhaitent. Alors pourquoi la création de ce service-là? Tout simplement parce que ce que nous avons constaté depuis 2016, c'est une croissance très importante du nombre de demandes d'information. Alors, il y a un effet crise, c'est sûr, il y a un effet crise sanitaire, ça c'est indéniable, puisque nous avons une augmentation des demandes de plus de 300% hein, entre 2016 et 2022, des demandes avec notamment des fortes augmentations
de plus de 30-35% d'une année à l'autre. Donc c'est dire l'engouement des entreprises pour venir vers nous, pour savoir si leurs produits, encore une fois, qui sont souvent complexes, on parle beaucoup de tricot, on parle beaucoup de fils, mais ce sont des sujets qui sont complexes. Voilà, comment on peut les accompagner. Donc oui, notre accompagnement, il se fait auprès de l'ensemble des entreprises avec une focale très particulière auprès des PME et des TPE. Donc venez vers nous. On est là pour vous. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Yann. Et vous, Sylvain? La réponse est oui. Oui, en fait, dans les faits, on travaille pour dans Saint-James, c'est une grosse PME. Hein. On travaille pour des entreprises du CAC 40, comme pour des toutes petites entreprises de 5-10 salariés. Et dans les deux cas, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est le même service qu'on propose. On fait plus d'accompagnement sur les grosses entreprises parce que c'est souvent compliqué. Il y a plein d'usines, plein de fournisseurs, il y a des dizaines d'entités impliquées. Et pour les petites entreprises, on a développé une offre plus simple, donc moins chère aussi, où l'entreprise est complètement autonome. Ça lui permet de mettre en place, ou quasiment autonome, ça lui permet de mettre en place le système avec un peu d'accompagnement de notre part et derrière de gérer complètement en autonomie. Donc on a adapté. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que sur cette histoire d'éthique, d'impact environnemental, d'éthique de manière générale, il y a des toutes petites boîtes qui ont envie de progresser là-dedans et puis de communiquer, et puis parfois des très grosses. Il n'y a pas une catégorie d'entreprises qui sont plus sensibles qu'une autre. Mmh. Oui, effectivement. Puis on parlait du textile où l'affichage environnemental va être obligatoire d'ici peu de temps. Donc effectivement, c'est un enjeu important. Sylvain, vous avez parlé effectivement des coûts. Ça représente un coût humain et même investissement pour les entreprises, que ça soit effectivement d'aller voir les douanes ou de faire appel à votre entreprise. Quels sont un peu les retours sur investissement que vous avez eu de la part des entreprises qui en fait, là où elles peuvent s'y retrouver, elles, en tant que structure pour vos deux organismes? Oui, alors on allait interroger nos clients après la mise en œuvre de la solution. Il y a trois bénéfices, trois retours sur investissement, trois types. Un, augmenter le prix de vente. C'est-à-dire que quand vous êtes capable à votre client, pardon, petite parenthèse. Tout à l'heure, j'ai parlé de la marque comme étant nos clients, et puis qui implique ses fournisseurs, mais parfois c'est une entreprise intermédiaire qui va fournir, par exemple, de la matière première à un client final. Un fournisseur intermédiaire qui fait du fil, par exemple, ou je sais pas, du blé, et qui a envie de valoriser son savoir-faire et l'origine de ses produits auprès du client final. Et donc, déjà, le client peut vendre plus cher. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites un produit plus éthique, en général, ça vous coûte plus cher. Mais quand vous vous adressez à l'acheteur habituellement, il va vous dire c'est trop cher, je te référence pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc il faut prouver l'origine de ce que vous dites, et c'est là où on intervient nous. L'origine de pourquoi c'est plus cher, parce que ça vient de France, parce qu'on traite bien les animaux, etc. Et là, nos clients, ils vont s'adresser à la direction générale de leurs clients, et non plus à l'acheteur, parce que l'acheteur veut acheter au moins cher. Et là, la direction générale du client de mon client se dit oui, effectivement, avec cette matière première-là, ou ce produit semi-transformé, c'est intéressant, je vais pouvoir valoriser aux consommateurs ce que je fais, parce que j'utilise des fournisseurs éthiques. Et donc là, le discours est un peu différent, et ça permet à mon client de vendre un peu plus cher. Le deuxième bénéfice aussi, c'est en termes c'est tout bêtement du référencement. Il y a certains secteurs d'activité, notamment dans l'alimentaire, où c'est très dur de se faire référencer dans la grande distribution. Vous pouvez être vite sorti si vous ne plaisez pas. Et donc, le fait de proposer quelque chose d'éthique, de traçable, de bio, dans certains cas, parce qu'on trace aussi du bio, ça permet d'aller voir les distributeurs, leur dire, voilà, j'ai un produit avec lequel vous allez pouvoir vous différencier dans les rayons. Et donc, certains de nos clients peuvent placer leur produit là, où s'il n'était pas tracé, ils n'auraient pas pu le placer chez les distributeurs. Parce que c'est un peu la guerre pour se faire référencer chez les distributeurs. C'est sûr. Et le troisième bénéfice, c'est en termes de protection de la marque. C'est-à-dire que si une marque ou un fournisseur de produits intermédiaires sait exactement ce qui se passe, en cas de problème, il peut réagir.
eh ben, il le sait avant qu'un journaliste qui fait son enquête va regarder. Et puis, parce que c'est très difficile, en fait, pour une marque ou une entreprise de connaître exactement ce qui se passe sur certaines filières. Elles sont les métaux, par exemple, ou le coton, c'est international. Donc, c'est pas toujours qui est le fournisseur du fournisseur du fournisseur, et en plus, ça bouge. Et donc, on peut se retrouver dans un scandale alors que on savait pas. Et c'est pas du tout de la mauvaise foi, quoi que ce soit, c'est parce que c'est compliqué. Notre solution permet de simplifier ça, donc que ce soit en termes éthiques, se protéger d'un scandale éthique, puis dans l'agro, on finit aussi en termes sanitaires. C'est-à-dire que grâce à notre solution, comme on sait tout ce qui se passe sur le process, dès qu'il y a un petit problème à un moment, qui est détecté en aval, par exemple, on peut retrouver les lots concernés et les retirer du marché, parce qu'on sait exactement où ils sont. Ça permet de faire des retraits, des rappels de manière très ciblée, et très rapide surtout. Donc je vends plus cher, j'arrive à placer mes produits et je protège ma marque. Effectivement, il y a quand même beaucoup d'enjeux et c'est vraiment très important. Vous, Yann, vous retrouvez un peu les mêmes retours ou ça se complète avec d'autres éléments? Non, c'est, je rejoins complètement ce que dit Sylvain. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, nous, c'est de protéger les entreprises, de faire en sorte qu'il y ait relocalisation de toute ou partie des chaînes de production en France. Je dirais, l'administration des douanes est une administration de Bercy, une administration du ministère de l'économie, et c'est un vrai sujet parce que derrière on a un sujet d'emploi, bien évidemment, et on a un sujet surtout de consommation, et puis d'accompagner les consommateurs. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On a un vrai mouvement de société qui se met en place que Sylvain a évoqué, avec le développement des circuits courts, avec le développement aussi des sujets environnementaux que la douane suit d'ailleurs sur d'autres sujets, dans la lutte contre les pollutions. Donc bien évidemment, je rejoins complètement les propos de Sylvain. J'ajouterais que sur la protection des entreprises, alors même si je fais une petite digression par rapport aux fabricants en France, je dirais ce que nous proposons nous, et notamment au sein de l'association dans laquelle je suis, c'est trois choses. C'est-à-dire le fabricant en France, l'accompagnement que nous effectuons auprès des entreprises et des PME. Et je vois la question d'Annick qui est très importante, et je crois qu'on y répondra à la fin, Karine et moi. Il y a le deuxième sujet, c'est qu'une fois que les entreprises ont fabriqué leurs produits, c'est les protéger. Et comme Sylvain parle de traçabilité, pour nous elle est fondamentale, de la protection, bien évidemment, elle passe par la propriété intellectuelle. On a trop de PME qui se font piller par le phénomène de la contrefaçon. C'est pas forcément l'objet du sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Sachez que c'est un sujet important. Aujourd'hui, une PME sur quatre est victime de contrefaçon et malheureusement disparaît. C'est 38 000 emplois par an. Donc le fabricant en France, c'est un des trois sujets, je dirais, un des trois étages de la fusée, fabriqué en France, la propriété intellectuelle, ou en tout cas la protection des entreprises, d'une autre manière que celle de Sylvain, mais je pense qu'on se rejoint dans les objectifs. Et ensuite, c'est tourner une entreprise vers l'exportation. La douane participe à l'élaboration de la politique commerciale de la France, avec une autre administration. Nous portons le message de la France auprès des institutions communautaires. Il est très important que nous ayons un retour des entreprises pour leur dire protéger nos produits et comment on peut les exporter. Et je vous dirai aussi peut-être tout à l'heure, on évoquera à votre convenance, Axel, comment le fabriqué en France est une vraie plus-value pour les entreprises qui exportent leurs produits, notamment vers certaines zones géographiques. Et permettez-moi juste une digression par rapport sur le fabriqué en France par rapport au label. Première des choses, et je tiens à le souligner, et notre collaboration et notre coopération, on y reviendra, je crois, avec Karine tout à l'heure, entre EPV et l'INMA et la douane, on est un exemple illustratif. Il n'y a pas concurrence entre les labels privés et l'intervention de la douane et l'accompagnement de la douane des entreprises. Les deux sont complémentaires. L'information sur le Made in France et savoir si votre produit est éligible ou pas au fabriqué en France relève de règles d'origine non préférentielles. Ça peut paraître paradoxal, mais ce sont des règles d'origine internationale et je dirais et communautaires qui vont permettre de savoir si votre produit est éligible ou pas au marquage. Et puis les labels, soit des labels généraux qui couvrent l'ensemble du territoire, soit des labels sur certains produits, je dirais, viennent compléter ce marquage Made in France à votre convenance. La seule différence, c'est que l'accompagnement que nous effectuons, je dirais, il est fondé sur des règles d'origine, voilà, avec parfois dans la composition de votre produit final, et bien des produits, ce qu'on appelle des entrants qui ne seront pas forcément fabriqués en France. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on pourra en parler. Et le deuxième sujet, c'est que la douane et une administration publique ne peut pas créer son propre label.
Ça aussi, ce sont souvent des questions que nous avons. Pourquoi nous ne pouvons pas créer notre propre label? Tout simplement parce que si une administration crée un label spécifique fabriqué en France, il contreviendrait aux règles de libre circulation des marchandises au sein du grand espace communautaire. Tout simplement pour ça. On ne peut pas discriminer une marchandise qui aurait été fabriquée sur dans un autre État, dans un autre des 26 autres États de l'Union européenne que la France. On ne peut pas le discriminer par rapport à un produit français. Donc, nous vous accompagnons. On verra les conditions d'accompagnement. Elles sont très simples pour vous. Mais voilà, c'est souvent les questions qu'on peut nous poser. On vous accompagne à partir de règles d'origine qui sont communautarisées, qui sont communes aux 27 États membres, et on ne peut pas aller au-delà de cet accompagnement. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite digression, c'est vraiment pour être beaucoup plus global sur les Mais questions. effectivement, ça clarifie pas mal les choses. Alors, du coup, j'avais une question qui était aussi plus pour Sylvain. Donc là, on a parlé justement des retours positifs et de tous les avantages que vos dispositifs offrent pour les entreprises. Il y a aussi un risque qui peut venir à l'esprit, et je voulais vous en toucher un mot, Sylvain, assez succinctement. Ça va être au niveau de la transparence et de la concurrence entre les entreprises, parce qu'effectivement, donner beaucoup d'informations sur l'endroit où on se source, le sourcing de nos matières premières, ça peut engendrer effectivement peut-être une tension au niveau justement de la concurrence. Comment est-ce que vous faites face à ce risque? Oui, alors je vous ai présenté de la blockchain de manière très simplifiée, mais en fait, l'application qu'on utilise nous est un peu plus sophistiquée que ça, c'est-à-dire qu'on peut décider ce qu'on communique ou pas, ce qui est confidentiel de ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez deux fournisseurs de fils à un fabricant de pulls. On peut décider que les informations de fournisseur A sont visibles par le fabricant de pulls, mais pas visibles par le fournisseur B. On peut vraiment être très précis là-dedans. C'est sûr qu'une application de traçabilité, si vous dites que tout est visible, personne ne va l'utiliser. Donc, au moment de la mise en place de l'application, on détermine ce qui est visible de ce qui n'est pas, qui a le droit de voir quoi. On fait ça de manière très, très précise. Et après, on rédige une sorte de contrat qu'on appelle la code de conduite qui rappelle qu'est-ce qui est confidentiel de ce qui n'est pas, les règles de confidentialité, et aussi un certain nombre d'engagements que les utilisateurs de la plateforme ont. Par exemple, je m'engage à mettre des informations vérifiées, à ne pas utiliser les informations pour un autre usage que ce qui est prévu. Je m'engage à pas divulguer des informations qui me sont données, qui sont confidentielles. Si je constate une erreur, je vais le plus rapidement possible la corriger. Il peut y avoir des erreurs si on s'est trompé. Voilà. Donc là, j'ai parlé technique jusqu'à présent, mais il y a tout un ensemble de règles d'organisation à mettre par-dessus. Qui n'est pas très compliqué, hein, c'est des règles de bon sens aussi. D'accord, très bien, merci beaucoup. J'ai une dernière question qui sera plutôt pour Yann, du point de vue du consommateur. Je sais que quand on a commencé à préparer ce webinaire, on s'est posé la question effectivement au niveau des douanes. Est-ce qu'il y a un contrôle en fait qui est fait de manière assez régulière sur les entreprises justement qui pourraient de manière trompeuse utiliser le terme du fabriqué en France en fait, comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, il y a des contrôles qui sont réalisés. C'est-à-dire que quand une entreprise décide de marquer ses produits du fabriqué en France, donc il n'y a aucune obligation, c'est ce que je vous disais, elle s'engage à respecter certaines règles, notamment les règles d'origine, donc les règles d'origine non préférentielles que l'on a évoquées. Et donc il existe deux types de contrôles. Alors la douane est plutôt, l'administration des douanes est plutôt dans l'accompagnement des entreprises. C'est ce que nous évoquons depuis tout à l'heure. C'est-à-dire on a vraiment un effort on a un souhait de pédagogie auprès des entreprises pour dire voilà, venez vers nous, on va vous dire si vos produits sont éligibles ou pas. Mais à côté de cela, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, effectue des contrôles pour bien vérifier qu'il n'y ait pas tromperie du consommateur quand il y a un marquage fabriqué en France sur un produit. De même, l'administration des douanes, vous savez, c'est l'administration de la frontière, hein, c'est l'administration de la marchandise, eh bien, contrôle régulièrement à l'entrée du territoire communautaire, à l'entrée du territoire national, contrôle que des marchandises et pas un marquage qui proviendraient d'États de pays tiers ne comportent pas de marquage made in France. Alors oui, il y a un contrôle. Ce que l'on constate, pour bien évidemment être en contact, je dirais quasi quotidiennement avec les services de la DGCCRF, c'est que les infractions constatées la plupart du temps relèvent d'entreprises qui méconnaissent la réglementation.
il n'y a pas forcément volonté de tromperie du public, parce qu'on estime que son produit est fabriqué en France, alors même que malheureusement le produit n'est pas éligible au marquage. En revanche, il y a au regard de l'engouement du public, des consommateurs pour des produits fabriqués en circuit court, fabriqués localement, il y a bien évidemment des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Et c'est à l'administration à contrôler que ces entreprises ne jouent pas le jeu. Il existe un site au sein de la DGCCRF pour que les entreprises qui auraient fait l'objet de tromperie ou les consommateurs qui auraient fait l'objet de tromperie puissent s'adresser à la DGCCRF afin que celle-ci effectue des contrôles. Sur l'accompagnement que nous effectuons auprès des entreprises, ce que nous avons constaté, c'est que toutes les entreprises qui avaient fait l'objet d'un accompagnement de la douane pour savoir si leur produit est éligible au marquage Made in France ou pas, quand ces entreprises-là ont fait l'objet de contrôle de la part de la DGCCRF, eh bien, la DGCCRF n'a relevé aucune anomalie dans les expertises que les services douaniers avaient menées. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je vous engage à venir vers nous parce que ça permet d'avoir une expertise sur des produits souvent complexes. Voilà, ça vous donne une garantie supplémentaire. J'ajoute peut-être un peu. On va alors très rapidement parce qu'après donc du coup mon équipe de l'INMA me dit qu'on a beaucoup de questions. Je pense que c'est peut-être important, mais allez-y très succinctement si vous avez besoin. Non, mais je continue tout à l'heure. Voilà, peut-être que ça sera aussi dans les questions qui vont être posées. Donc, on accueille Karine Leclerc-Margraff qui travaille avec moi à l'Institut national des métiers d'art et du coup qui a collecté pendant ces 45 minutes les différentes questions qui ont été posées. Alors déjà, merci beaucoup Sylvain et Yann pour cet échange. Et maintenant, on va passer aux différentes questions qui ont été posées par nos auditeurs. Oui, bonjour à tous les trois. Effectivement, on a plein de questions avec certaines très précises. On a eu une première question de Monsieur Gégou et on a une autre question de Madame Annick Hainaut sur la provenance. Quand est-ce qu'on peut mettre effectivement si c'est marqué marquage Made in France ou autre, et Monsieur Gégou pose une question très précise sur les tiges des chaussures qui arrivent assemblées à la première de montage. Donc peut-être sur ces sujets, après vous me dites Yann si vous voulez y répondre, mais donc on peut inviter nos intervenants à écrire directement à votre service dont on a mis les coordonnées dans le chat et dans les questions. Oui, merci beaucoup, Karine. Alors pour la question de Monsieur Gégou, bon, ce sont des sujets effectivement que nous connaissons bien, lui et moi. On est en train de discuter la Fédération de la chaussure et l'administration des douanes pour effectivement avoir une position qui soit commune. Donc, ce sont des sujets qui sont précis. À titre général, hein, je ne répondrai pas forcément sur un produit très précis parce il existe des dizaines de règles d'origine qui sont applicables en fonction des types de produits. Donc pour le t-shirt et le flocage tout à l'heure, l'exemple d'Axel était assez symptomatique. Pour les tiges et pour les chaussures, là on est déjà sur des sujets beaucoup plus complexes, sur des produits beaucoup plus complexes. Mais bien évidemment, c'est des sujets. Sachez de manière à titre général que nous vous répondons soit directement entreprise douane, soit auprès des interprofessions. J'apprécie tout particulièrement de passer par les interprofessions parce que ça nous permet vraiment de discuter ensemble et de voir les difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres. Et effectivement, avec Monsieur Gégou, nous discutons régulièrement de ces sujets-là. Sur la question de Madame Hainaut, hein, de Annick, alors attention, d'abord, il faut faire la différence entre la provenance et l'origine. La provenance d'une marchandise peut être différente de l'origine même du produit. On peut avoir un produit origine Chine, mais qui va transiter pour des raisons de logistique par le Royaume-Uni. Donc, vous aurez une origine Chine et une provenance Royaume-Uni. Donc, nous, on va vraiment parler d'origine. Ce sont ces règles-là qui sont codifiées au sein des codes des douanes de l'Union. Il existe plusieurs articles avec des annexes et une liste très importante de règles d'origine qui sont applicables en fonction des produits. C'est-à-dire que pour chaque produit fabriqué, il y aura une règle d'origine spécifique. Si on est sur de la maroquinerie, sur un sac, ça sera différent que si on est sur un collier, par exemple, avec en fonction de règles d'origine très précises. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, c'est le changement, on en a parlé tout à l'heure, le changement de plaque minéralogique, si vous me permettez l'expression, de nomenclature tarifaire entre les produits entrant dans la composition du produit final et le produit final. On peut aussi avoir une valeur ajoutée.
la règle d'origine de la valeur ajoutée. J'ai du caoutchouc, j'ai de l'acier, au final j'ai un pneumatique, on comprend bien la valeur ajoutée, c'est une règle qui pourra être mise en place. On aura également aussi une proportion de produits d'origine française et d'autres qui ne le sont pas. C'est une règle qui est souvent mise en avant, notamment par certaines entreprises, mais ce n'est pas une règle intangible. Et puis, vous aurez également, pour le textile, on l'a évoqué longuement, Sylvain et moi, des règles d'ouvraison qui sont des règles assez complexes avec des notions d'apport, de fil, de boutons, par exemple, etc. Donc, les règles sont très complexes et à chaque produit correspond une règle d'origine bien spécifique. Merci beaucoup Yann. Effectivement, on voit que c'est aussi complet que l'obtention du label EPV. Donc, on invite nos pardon. Effectivement. Donc merci beaucoup. Pour rebondir justement, pour faire la transition, on avait une question également de Marine Bonnefille sur la validité de la mention qui est obtenue des douanes. Quelle est sa valeur? Alors, il s'agit d'une indication. Il s'agit d'une information, tout simplement parce que je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas aller au-delà. Les règles communautaires, les règles du droit communautaire ne nous permettent pas d'aller au-delà. En revanche, concrètement, comment se passe la relation? L'entreprise va remplir un dossier qu'elle va chercher au sein du site officiel de la douane, donc douane.gouv.fr. Elle va remplir ce dossier-là et nous allons l'accompagner à partir des informations qu'elle va nous fournir. Il s'agit d'informations déclaratives. Dire voilà, pour tel type j'ai ce produit-là que je souhaite commercialiser, pour lequel je souhaite mettre un marquage Made in France. Entre dans la composition de ce produit ces différents types de produits avec les différentes origines. Et à partir de là, va s'engager un dialogue entre l'entreprise et les personnes en charge de ce dossier-là pour dire voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments complémentaires? On aurait besoin de savoir quels sont un peu vos secrets de fabrication, comment vous fabriquez telle et telle chose, telle et telle partie de ce produit-là. Et à la fin, généralement au bout l'administration doit rendre normalement son information, on a 120 jours pour répondre, mais généralement en moins de 30 jours, nous répondons. Parfois, sur des produits beaucoup plus complexes, on peut dépasser 30 à 45 jours, mais on répond assez rapidement. Donc, on a des échanges qui sont par téléphone, on a des échanges qui sont par mail pour avoir des compléments d'information. Et à l'issue, nous rendons une information en disant, voilà, votre produit est éligible au Made in France ou ne l'est pas. Mais attention, l'information qui est rendue, elle est rendue pour, d'abord, elle est déclarative. Donc, elle se fonde uniquement sur les données déclaratives qui ont été réalisées par les entreprises. Et ensuite, elle l'est sur un produit donné. Mais une fois que cette information a été donnée, si le produit n'évolue pas quant à l'origine des produits entrant dans sa composition, eh bien, il n'y a pas de raison il n'y a pas de durée de validité, il n'y a pas de durée de péremption d'une information donnée par la douane. Donc ça c'est vraiment important. Et trois petites choses, c'est que l'information qui est donnée d'abord, elle est gratuite, bien évidemment. Nous effectuons une information qui est gratuite, comme ce que fait l'administration à titre général. Ensuite, elle est confidentielle. Vous savez, nous sommes soumis au secret professionnel. Ça a été abordé par Sylvain à juste titre. La confidentialité, on va nous donner vraiment des secrets de fabrication. Et puis après, quand on est vraiment sur des produits très complexes, eh bien, la douane a un réseau de laboratoires qui lui permet d'expertiser les produits. Et donc, comme ça, nous allons pouvoir donner et rendre une information auprès de l'entreprise qui soit, bien évidemment, la plus complète possible. Et donc, elle est facultative, je vous l'ai dit. On est soumis au secret professionnel, donc elle est confidentielle et ensuite elle est gratuite. Voilà. Merci beaucoup Yann, c'est très complet. En plus, vous avez répondu à plusieurs questions en même temps, donc c'est parfait. J'ai d'autres questions pour Sylvain. Alors, il y a effectivement le sujet du coût envisagé pour mettre en place la blockchain est posé, et également son périmètre de... J'entends plus là, Karine. Pardon. Et le périmètre? Oui, est-ce que le périmètre sur lequel la blockchain intervient, est-ce une gamme ou seulement un article ou une collection? Alors, je vais répondre à la première question. Sur le coût, c'est difficile de donner une réponse comme ça, c'est extrêmement variable en fait.
Il y a des projets très simples, des projets très compliqués, des projets qui portent sur un produit, des projets qui portent sur toute une gamme. C'est extrêmement compliqué de répondre. Le mieux, c'est, ce qu'on fait en général, c'est qu'on a une première discussion avec le client, et à partir de ça, on est capable très rapidement de faire une cotation du coût. Sachant qu'on a développé une plateforme avec la Maison du Savoir-faire et de la Création, qui est un organisme qui dépend du défi textile, c'est ça, Karine? Oui, qui est financé par le défi et qui est rattaché à l'UFIM. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait des pilotes de traçabilité. Il doit rester s'il y a des entreprises qui sont intéressées, c'est plutôt dans le textile, elles peuvent rejoindre gratuitement, en tout cas la première année, là, pour l'expérimentation, ce pilote-là. Parfois, on fait des partenariats justement avec des organismes pour que l'organisme derrière revende la plateforme à ses adhérents. Donc le prix, je peux pas vous répondre comme ça. C'est vraiment une question trop complexe. Ça va de quasiment rien à des prix beaucoup plus élevés quand c'est très complexe. La deuxième question, c'était en fait, ça s'adapte à tout. Ça s'adapte soit à un produit unique, soit à une collection complète, soit ponctuellement, soit de manière pérenne. Ça dépend ce que veut faire le client. Ce qu'on recommande en général, c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Saint-James, c'est on commence par un produit ou une gamme, on teste, et puis si ça marche bien, s'il y a des bons retours consommateurs, si le système fonctionne bien, après on déploie. Et on déploie sur la totalité de la gamme, et puis sur une usine, une deuxième usine, ou une marque, une sous-marque, etc. En général, c'est progressif, ce qu'on fait. C'est pas pour des raisons techniques, parce que techniquement, on peut tracer des millions de produits. C'est pour des raisons opérationnelles, et surtout, quand on commence à tracer une gamme, on a un peu de retour d'expérience, on se dit, tiens, finalement, j'aimerais bien avoir des informations sur le certificat d'audit social de telle usine, on l'avait pas prévu au départ, on va le rajouter. Et bah tiens, j'aimerais bien on fait aussi ça, le calcul de l'empreinte environnementale, la notation environnementale, on fait ça. Le client nous dit, la réglementation évolue, j'aimerais bien ça en plus. Alors, une question également pour vous, Sylvain, c'est comment est-ce que le consommateur peut avoir justement cette information qui vient de la blockchain? Est-ce que on doit passer par le site de Crystal Chain ou voilà, comment on récupère l'information? Via le QR code, en fait. Ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que on a montré sur Saint-James, c'est ce qui apparaît sur le smartphone du consommateur une fois qu'il a scanné le QR code. Donc, il n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. C'est directement accessible comme ça. Et le QR code, tout le monde est habitué maintenant. Tous les smartphones ont des lecteurs de QR code. Et après, une question pour vous deux, mais vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure. Le marquage Made in France n'étant pas obligatoire, quels sont les avantages pour une marque à le faire? Vous avez listé, je pense que vous avez listé pas mal d'arguments l'un et l'autre. Mais si il y en avait un qui avait été oublié, n'hésitez pas. Peut-être le marquage Made in France, c'est un plus pour les exportations. Les exportations, c'est vrai que quand on est notamment dans les métiers d'art, il y a une vraie, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un vrai engouement pour les produits et pour la manière de faire, le savoir-faire, en français. Et quand on travaille avec les États-Unis, vous savez que la douane a un réseau d'attachés douaniers, de conseillers douaniers sur l'ensemble de la planète. Ce que l'on constate notamment, c'est l'engouement pour les produits labellisés, c'est l'engouement pour les produits avec le marquage fabriqué en France. Donc c'est un plus. À l'exportation, c'est vraiment un plus. Ça, c'est indéniable. Avec un tout petit bémol, c'est que les conditions de fabriquer en France aux États-Unis sont pas forcément celles qui sont dévolues à la France. C'est-à-dire, je m'explique parfois pour les consommateurs américains, ou c'est la même chose pour certains pays asiatiques, je pense notamment au Japon. Voilà, ils se demandent, bon, c'est fabriqué en France, mais expliquez-nous pourquoi c'est fabriqué en France. Mais vous voyez qu'il y a un réel engouement des produits labellisés, en tout cas marqués pour ce qui concerne le Made in France à l'exportation. Ça, c'est un réel plus. Oui, donc sur certains marchés, on a encore des nuances parmi les différentes nuances que vous nous avez indiquées. Donc ça va être... écoutez, je pense qu'on va tous les inviter à vous contacter, comme ça sera plus simple. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Alors, on a bien indiqué vos contacts, adresse mail de vous, Sylvain, et de vous, Yann, et les contacts du SOMIF, service de l'origine du Made in France, qui donc est à Clermont-Ferrand. Oui.
Peut-être pourrions-nous mettre l'adresse dans la slide en question, si cela vous convient. Alors, elle était mise, les deux, sur questions et chat, on a indiqué les adresses. D'accord. Juste peut-être ce qui a amené à la création d'un service dédié, je dirais d'abord c'est le succès. C'est le succès des informations sur le Made in France produites par la douane. C'est pour ça, venez encore une fois vers nous. Auparavant, jusqu'au 1er mai dernier, les informations étaient traitées au sein de la Direction générale des douanes, donc au sein de mes services. Et puis, pour différentes raisons, notamment des raisons gouvernementales, l'ancien gouvernement a décidé, dans le cadre d'une politique de démétropolisation, de faire partir certaines missions en région. Et au regard de l'engouement des publics et des entreprises pour cette information et pour l'accompagnement de la douane, un service a été créé à Clermont-Ferrand. Alors, pourquoi Clermont-Ferrand? Pour différentes raisons. D'abord parce que c'est la région Aura est la première région en termes d'emploi industriel. Ensuite parce qu'on est sur une métropole d'importance, et ensuite aussi parce qu'il y a de l'ordre du symbolique. Donc 6 agents des douanes, 6 douaniers sont vraiment dédiés à vous accompagner et à recevoir les informations, vos demandes, à les traiter et à vous renvoyer cette information. Et comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à aller au sein des directions régionales des douanes qui sont implantées sur l'ensemble du territoire ultramarin comme métropolitain, auprès de ce qu'on appelle les pôles action économique, qui vous aiguilleront et qui vous renseigneront sur tous les sujets du Made in France. Donc voilà ce qui explique la création du sous Made in France. Merci beaucoup. Axel, je pense que voilà, si tu veux clôturer, je vais juste indiquer pour les gens qui voudraient en savoir plus également, parce que tu en parlais tout à l'heure, de la loi AGEC qui va rendre obligatoire l'indication prochainement de certains produits. Il y a un webinaire ce soir organisé par l'IFTH. On vous a indiqué le lien également d'inscription dans le chat, si vous voulez justement pouvoir suivre ça pour avoir davantage de renseignements également sur cette partie. Voilà. Eh ben, merci en tout cas de mon côté et à bientôt. À bientôt. Parfait, merci beaucoup Karine. Je me permets donc juste de reprendre la main pour clôturer ce webinaire. Je vous remercie chaleureusement Yann et Sylvain d'être venus justement nous expliquer plus en détail ce que vous faites. Aussi l'intérêt pour les entreprises. Nous, au niveau de l'Institut national des métiers d'art, ça fait vraiment partie de nos missions d'aider les entreprises dans leur développement, et on est vraiment plus que convaincus que et le marquage Made in France et justement la blockchain et la traçabilité, ça peut être qu'un plus pour les entreprises et même pour les petites structures comme vous l'avez dit. Donc vraiment voilà, n'hésitez pas, on vous a mis tous les coordonnées de nos intervenants dans le chat, donc vous pouvez retrouver tout ça et pouvoir prendre contact avec eux, que ce soit au niveau des douanes ou au niveau de la blockchain. Nous, on revient donc du coup pour notre prochain webinaire qui se passera le 16 juin. Donc on garde le même horaire, le même jour, donc le jeudi à 12h30. Et donc du coup, ce sera sur le sujet de la relocalisation et effectivement donc des différents enjeux et de comment concrètement certaines entreprises ont fait pour du coup compléter ce challenge de la relocalisation dont on parle beaucoup. Je vois qu'il y a une question aussi sur le replay. Ne vous inquiétez pas, dès que ce webinaire sera terminé, vous allez recevoir un mail avec le replay qui vous sera communiqué directement. Et au niveau de l'Institut national des métiers d'art, nous allons le mettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, et là, vous pourrez retrouver ce webinaire et aussi les précédents qui ont eu lieu sur le patrimoine immatériel des entreprises et autres. Et donc, du coup, le prochain qui aura lieu le 16 juin sur la relocalisation et dont le lien d'inscription va être disponible tout bientôt. Merci beaucoup Yann, merci Sylvain. On a bien vu l'intérêt pour les entreprises de faire appel à vous. J'espère que le message aura été porté haut et fort. Et donc d'ici là, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis on se retrouve le 16 juin pour ceux qui voudront participer. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, merci. Au revoir, merci à vous.